Merci Françoise d'avoir permis cette rencontre. Je suis très contente d'être là avec vous. Alors, là, je vais prendre la parole et poser une première question à Jean-Philippe, qui est avant tout un romancier. Et en fait, dans les années 90, il a éprouvé le besoin d'écrire des articles sur l'art contemporain. Et il n'en a pas écrit qu'un, il en a écrit plusieurs. Puis il a fait un livre, un deuxième, un troisième livre qu'on vous présente là. Alors pourquoi as-tu éprouvé d'écrire autant sur l'art contemporain à cette époque-là, alors que, a priori, tu étais romancier? Oui, merci de me donner la parole. Merci à Françoise Souchot d'avoir organisé cette exposition et de nous convier à ce débat. Et elle n'est pas étrangère à la question que tu poses, puisque Françoise a le souci de la qualité. Elle fait des expositions qui sont particulièrement bien sélectionnées. On l'a vu cet automne déjà auparavant. Et puis celle-ci dans ce lieu, quand même, qui est très inspirant. Alors oui, pourquoi m'être mis à écrire sur l'art contemporain alors que, en fait, j'ai depuis toujours une passion pour l'art, pour la peinture, que j'ai pratiqué moi-même et pour cause, puisque je pose encore. Disons que ça m'a beaucoup ouvert la vie. Et du coup, je me suis quand même interrogé sur des œuvres qui fermaient la vie, qui fermaient l'œil, et qui nous étaient présentées comme les plus significatives de l'art contemporain. Je vais vous donner juste deux exemples que vous avez tous en mémoire, comme ça ils sont très simples à visualiser. Pourquoi est-ce qu'on en faisait autant pour les rayures de Daniel Buren, qui a quand même évité des rayures pendant plus d'un demi-siècle, et qui tiennent quand même du logo des produits que l'on vend, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, le... Le label? Oui, non, Les estampilles? les rayures des produits qu'on vend, là. Ah, les codes barres. Les codes barres. Voilà, il débite du code barre. Bon, enfin, bref. Et puis, je vais vous prendre un autre exemple dans un autre genre. Joseph Koons, que vous voyez souvent dans votre imaginaire, dans les informations, puisqu'on le montre partout, qui fait des grands Mickey, etc. Bon, en plastique, luminescent, mais enfin quand même en plastique. Or, il ne s'agit pas d'en parler de façon schématique. Ces gens-là sont soutenus par des grands marchands comme Pinault, pour Koons, sont soutenus par des institutions et sont soutenus surtout par des critiques, par des journalistes, par des médias. Les médias encore nous sont souvent faits pour la vulgarité, mais enfin que les critiques, qui sont des gens fort compétents, qui ont beaucoup de connaissances, se satisfassent de ce genre d'œuvre, et je pourrais en énumérer beaucoup d'autres d'artistes. Donc la question que je me suis posée, c'est comment ça se fait que des artistes aussi médiocres, je répète pas seulement ces deux-là, mais il y en a foison, soient présentés comme les plus représentatifs de l'art contemporain. On nous les présenterait à côté d'autres artistes, mais non, ce sont des artistes parmi d'autres, d'accord, tout est possible. Mais là, on nous considérait que c'était le plus important. Et au fond, donc, je me suis plongé dans les textes par lesquels on défend cela, et j'ai constaté qu'au fond, ceux qui défendent cela dans les institutions, dans les journaux, les grands critiques d'art, sont des gens qui en savent beaucoup, qui sont très savants, et certains même en savent plus que moi. Par contre, au niveau de l'intelligence, là, je serais assez sec et assez net. Je ne suis pas convaincu de l'exercice de leur intelligence. Et c'est toujours dangereux de dire ce genre de choses, parce qu'on peut vous dire de quel droit vous parlez ainsi. N'êtes-vous pas un imbécile vous-même? Non, je pense que une des définitions, un des cas le plus courant de la bêtise, pour nous tous, c'est des gens qui tiennent des propos simplistes sur des phénomènes complexes. Mais il y a, à l'inverse, une autre forme de bêtise à laquelle on ne pense pas, c'est de tenir des propos très complexes sur des choses simplistes. Et donc, c'est pour ça que je parle de bêtises. Mais je suis rentré là-dedans, et j'ai voulu voir comment on le défendait, et tout un historique. Ça m'a fait remonter à toute l'histoire du XXe siècle, évidemment, qui a produit des choses extraordinaires et qui, elles, m'éveillaient au contraire. Donc, au fond, c'est ça, c'est des agents de fermeture de l'esprit qui ont beaucoup influencé la scène de l'art. Je crois qu'on commence à en sortir. Il y a pas mal
propos lucides qui ont été tenus depuis longtemps. Je pense à Nicole Estérol pour la région, notre région, et sur le plan national, évidemment. Je pense qu'on commence à en sortir, mais ça a quand même passé un défoliant sur la création. Un défoliant. On n'avait plus le droit de regarder vers des œuvres qui étaient au fond plus intéressantes sur le plan intellectuel, j'insiste, parce qu'ils prétendent qu'ils sont intellectuels, mais qui sont plus intéressantes sur le plan intellectuel. Je ne défends pas que les œuvres sensibles, mais il y a les œuvres sensibles, il y a l'imaginaire. J'avais été très marqué par les surréalistes. J'ai connu les derniers surréalistes, des peintres comme Mata, etc., que je trouvais formidablement vivants. Quand vous rencontriez ces gens-là, vous sentiez qu'il y avait beaucoup de choses possibles dans la vie de manière générale, pas seulement dans la vision, si vous voulez. Donc voilà, c'est au nom de la vitalité que j'ai posé cette question. Et comment ces textes ont-ils été reçus dans les années 90 et après? Très mal. Ils ont été très mal reçus. Il faut dire que j'ai aussi fait preuve non pas de polémique, parce que j'aime pas la polémique, je suis pas doué pour ça, mais d'ironie, de comique. Je pense que quand Molière a écrit Les Précieuses ridicules, aujourd'hui, j'écris des Précieuses radicales, parce qu'ils sont tous très radicaux dans leur contestation de tout, du musée, de l'œuvre, de l'art, du style, du métier, de tout. Et finalement, ça donne quelque chose de radical qui est très pauvre. Ça a été très mal reçu et j'ai été surpris, je dois dire. J'étais surpris, j'avais sous-estimé le taux de l'aliénation. Je pensais que les hommes étaient aliénés à 95%. Ils le sont à 99%, surtout dans le milieu culturel, où la parole critique est finalement plus difficile que sur le plan politique. Aujourd'hui, vous pouvez tout dire sur le président de la République, ça ira à peu près, quoi, sauf si vous sortez des thèses complotistes. Sur le plan économique, on peut moins en dire parce qu'il y a de gros intérêts, mais sur le plan culturel, j'ai été surpris de voir qu'ils ne supportaient absolument pas ça. Et là, j'ai fait preuve de cécité quand même, c'est-à-dire que c'est normal, un milieu se défend, comme un corps se défend, sociologiquement, et s'est senti attaqué par quelqu'un dont il sentait bien que j'étais pas le vieux réactionnaire de service, que c'était au nom du progressisme que je les attaquais, c'est-à-dire le progressisme d'ouvrir notre psychisme, d'ouvrir nos facultés, que l'art nous découvre ce qu'on n'avait pas perçu, ni ce dont on n'avait pas eu idée par nous-mêmes auparavant. Et là, la surprise a été qu'ils ont mené une campagne, contre moi, en disant que j'étais un affreux réactionnaire. Alors, il tombait mal parce que j'avais quand même d'autres livres et d'autres textes là-dessus, mais ils y sont quand même arrivés pendant un certain temps à réduire le propos. Moi, je voulais qu'on parle des œuvres. Je disais, je n'ai pas un propos général sur l'art contemporain. Je dis, pourquoi est-ce que je m'arrête devant les œuvres? Pourquoi est-ce que vous défendez les valeurs des Buren? Pourquoi est-ce que vous défendez Kunz? Je rentrais dans les textes, je ne faisais pas des argumentations simplistes. Je rentrais dans les textes et je voyais que ça ne tenait pas. C'est au fond la fable d'Andersen, mais le roi est nu. Et quand on dit ça, ça fait pousser des cris d'orfraie. Bref, j'ai été traité de tous les noms d'oiseaux. Ce qui m'a amené quand même à... Mais enfin bon... Peu importe nos destinées individuelles, du moment que la liberté reste, disait Saint-Just, ce qui n'est peut-être pas une référence recommandable, mais pour moi, elle l'est. Toujours est-il que je me suis amusé quand même à ça, si vous voulez. C'est-à-dire que tu faisais allusion au fait que je suis écrivain. En fait, ce qui m'a surtout intéressé, c'est de voir que des esprits très cultivés, d'une certaine façon quand même intelligents, s'abêtissent à ce point devant ces œuvres-là. Ça restera dans l'histoire, d'ailleurs. Je pense que ça restera. Ça a été une période d'aliénation formidable. Mais comme il disait, leur seul argument, c'était « vous n'avez rien compris, l'art contemporain, c'est désormais cela, le contemporain, c'est cela, vous n'avez pas compris que le contemporain, c'est ça ». J'entendais toujours ce mot « contemporain ». Moi, je n'avais pas attaqué l'art contemporain globalement. Je suis critique de cinéma par ailleurs. Je vois des chefs-d'œuvre sur lesquels j'écris des textes parfaitement admiratifs. Je ne ménage pas mon admiration. Par conséquent, et il y a des artistes que je défends, que j'aime et qui m'ont beaucoup apporté. Donc j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, c'était le mot de contemporain qui leur faisait critère. Et c'est un très faible critère à côté des autres critères que nous avons connus dans l'histoire de l'art, qui sont le beau, l'imitation, la figuration, la mimésis, le sublime. Enfin, vous voyez, les choses fortes quand même sur lesquelles il y a moyen de discuter et qui englobent beaucoup d'œuvres. Et le contemporain, c'est quoi? C'est un curseur qui se déplace dans le temps. C'est-à-dire que ceux qui m'ont accusé de ne pas avoir compris l'art contemporain dans les années 90,
on est déjà loin, on est à 35 ans de cette période, donc c'est déjà plus contemporain. Donc j'ai appelé ça l'art du contemporain. Je les ai pris au mot. Et je pense que c'est un label qui va rester dans l'histoire. En tout cas, j'en fais le pari. L'art du contemporain aura duré un certain temps, je pense que ça a duré 30 ans. Et il est mort. Ils ne le savent pas encore, mais vous savez ce que c'est, un poids lourd qui a toutes les institutions, qui a la finance derrière lui, qui a les critiques, qui a les médias. Un Kingston, ça met toujours beaucoup de temps à s'arrêter. Mais c'est comme l'URSS, à un moment, c'est mort. Voilà. Et à quoi tu le sais que c'est grand? Alors, oui, la question que tu poses est une question de fond, c'est vrai. Elle est de fond. Je fais le pari quand même que les êtres humains préfèrent ce qui est plus vivant à ce qui l'est moins. Après tout, dans l'histoire, on ne peut pas dire que les artistes qui sont restés dans notre mémoire soient faibles. On peut discuter par rapport au XXe siècle, qui est encore proche de nous. Je le fais d'ailleurs dans mon 3e volume, une nouvelle introduction à l'art du XXe siècle. Je réévalue certains artistes et j'en dévalue certains très grands. Mais ça, c'est notre liberté, c'est l'esprit critique. Le jugement, l'évaluation a toujours fait partie de l'histoire de l'art. Des ateliers, chez Rembrandt, on discutait dans son atelier des œuvres, des méthodes, des façons de faire et des qualités des œuvres. Donc je fais le pari que l'histoire, quand même, sera positive. Comme on peut faire le pari que les dictatures ne restent pas. Voilà. Mais ça a été quand même une situation très révélatrice d'un certain conformisme culturel qui, paradoxalement, j'ai oublié de le dire, c'était important par rapport à la question que tu posais, a retourné la nouveauté en académisme. C'est-à-dire qu'on se souvient de la destinée de Van Gogh, qui a été une destinée très malheureuse parce qu'il n'a pas été compris dans la nouveauté de son art, la querelle des impressionnistes, des grands affrontements de la fin du XIXe siècle, où à partir de là, il y a eu une confrontation entre l'art vivant, novateur, les impressionnistes, Van Gogh, etc., et puis l'académisme. Et ça a été très violent. Et je pense que mes contradicteurs en sont restés encore à ce schéma. Il y a toujours, bien sûr, des gens qui veulent peindre comme nos grands-parents, etc. Il y aura toujours un esprit académique, conservateur de forme, etc. Toujours. Ils ne vont pas me faire croire qu'ils découvrent ça. Il y aura toujours cela. Mais ils ont inventé ce qu'on peut appeler l'académisme du nouveau. C'est-à-dire qu'il faut faire le nouveau pour le nouveau. Et ils m'ont reproché de critiquer ce nouveau pour le nouveau. Mais attention, le nouveau, tout dépend de l'ouverture d'esprit que ça apporte, l'ouverture de l'œil que ça apporte. Le grand cinéaste Stanley Kubrick, auquel on ne peut pas faire le reproche de ne pas avoir été inventif, disait ce qui est important, c'est pas que ce soit nouveau, en tout cas ça peut être nouveau, mais ce qui compte, c'est que ce nouveau soit intéressant. Et c'est vrai que Buren, Koons, dont les deux seuls exemples que je vous ai donnés, je pourrais vous en donner 150 autres, c'est nouveau. Mais est-ce que c'est si intéressant qu'on nous l'a dit? Voilà, alors on pourrait peut-être passer à un exemple par rapport à ton itinéraire. Toi aussi, tu as tout un itinéraire entre l'écriture et les arts plastiques. Oui. Et donc, justement, par rapport à cela, les perspectives vers un art de plus en plus sensible et d'incarnation sont ouvertes par rapport à ton œuvre. Ton livre de terre et de chair est un ouvrage où tu expliques, où tu racontes comment tu en es venu à découvrir ton territoire plastique par l'observation que développe la sculpture d'après modèle vivant. C'est toute une expérience que tu racontes, que tu explicites, mais que tu racontes aussi, et qui est un exemple justement d'un art que je trouve beaucoup plus vivant que les exemples qui nous ont été imposés et que je vous ai brièvement rappelés. Oui. Comment tu en es venu là? Alors, moi, l'élément vraiment... Enfin, je sculpte depuis que j'ai 16 ans, mais l'élément fort qui a changé, je pense, ma vie d'artiste, ça a été de sculpter des hommes, en fait, d'après modèle vivant. Je précise des hommes parce que c'était pas quelque chose que je recherchais spécialement. Il se trouve que je cherchais un stage de modelage et que le professeur proposait des modèles masculins. Mais en fait, ça a été le début d'une aventure pour moi, parce que quand j'ai
il nous demandait d'observer le corps de l'homme nu, etc., pour pouvoir prendre les proportions, etc., et le restituer tel qu'il était. Je suis rentrée dans une phase d'inconnu. Je n'avais pas l'habitude d'observer des hommes nus. Et alors qu'en art, on a beaucoup plus d'objets de femmes féminines, enfin de représentations féminines. On a l'habitude de voir des femmes nues. Et donc là, j'ai commencé à me dire, mais c'est pas normal, un homme c'est très beau, effectivement, c'est un objet d'inspiration. Pourquoi on nous l'a caché? Pourquoi on ne nous l'a pas montré, à part dans les sculptures antiques? Mais enfin, quand même, il y a des périodes très longues sans nudité masculine. Et donc j'ai commencé à réfléchir à ça, avoir envie effectivement de restituer cette expérience. J'ai commencé à écrire de terre et de chair parce que j'étais tellement bouleversée par ce que je découvrais que je me disais, il faut que j'essaie d'exprimer ce qui se passe. Et il y avait aussi toute cette question de la représentation que moi-même je me faisais des hommes. Donc pour moi, j'avais mes représentations, comme tout homme a sa représentation de femme et toute femme a une représentation de l'homme. Sauf que dans ce contexte-là où un homme est nu, vulnérable, il n'y a pas de conditions sociales, on ne sait pas si il est riche ou pauvre, voilà, comment il est dans la vie, on ne sait rien. Donc c'est sa nudité qui est aussi une nudité, moi j'appelle ça la nudité de l'âme, c'est-à-dire que c'est aussi une offrande. Donc moi, dans ma façon de regarder, j'ai commencé à voir, comme à travers un livre, à voir ce qu'il a vécu, à voir pourquoi il se tient légèrement voûté, pourquoi il a l'air triste, pourquoi il médite, au niveau de sa respiration, tout ce qui se passe, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la quiétude ou pas, est-ce qu'il retient, est-ce qu'il donne. Enfin, j'ai commencé à comprendre que quand on regarde quelqu'un, on regarde en profondeur. Et donc, quand on sculpte et qu'on doit restituer ça, c'est pas juste faire un petit bonhomme bien proportionné. C'est sculpter une personne avec son histoire, avec sa chair, avec ses émotions. Alors qu'on ne se parle pas, on ne se dit rien. C'est un cadre assez professionnel et respectueux. Et là, j'ai encore écrit. Je me suis rendu compte qu'en sculptant, par exemple, un ami qui était malade, sculpter quelqu'un qui est presque sur le point de mourir, ça a des implications énormes. Au moment de sculpter, j'ai essayé de prendre le mal en même temps que je sculptais. Et j'avais un corps qui était en train de se décharner. Il fallait bien que j'en rende compte. J'étais bouleversée parce qu'en fait, on devient médiateur. La Terre, elle est médiatrice par rapport au modèle, par rapport à moi. Donc, il se passe énormément de choses. Un autre exemple que je raconte dans l'ouvrage, c'est on avait, avec une amie et un autre ami sculpteur, on avait programmé une séance de sculpture sur un modèle masculin qui devait danser. On se partageait le modèle comme ça. Et en fait, il s'est trouvé qu'il y a eu des attentats terroristes la veille. Si bien que nous, on n'était évidemment pas tellement dans l'état de créer, on était bouleversés, un peu stressés, et on s'est dit, tant pis, on y va quand même. Notre modèle, il était libanais, donc il n'arrêtait pas d'avoir des coups de fil de sa famille, de ses amis, par rapport aux attentats. Et là, on s'est mis dans une bulle de création. Il était nu, il a dansé, on l'a sculpté. Et dans ce contexte de violence, d'un coup, on s'est dit, mais on boit la source, on est en train de nous-mêmes de se ressourcer, de prendre de l'énergie dans cette vulnérabilité, cette mise à nu. On a concentré nos efforts, notre patience, notre travail pour faire émerger quelque chose de beau, d'humain, sensible. Et là, alors est-ce que l'art, c'est l'objet final, ou est-ce que l'art, c'est aussi tout ce processus de création qui m'a passionnée et que j'ai voulu écrire, si bien que pour moi, sculpter, c'est derrière une sculpture. Maintenant, je fais des bas-reliefs, mais il y a une histoire. C'est-à-dire que pourquoi on choisit un modèle, qu'est-ce qui se passe avec ce modèle. À chaque fois qu'on sculpte avec une personne, il se passe une histoire différente, en fait.
Et je trouve ça extrêmement riche. Et donc, du coup, c'est vrai que dans ma façon de sculpter, je garde une sensibilité et l'idée que c'est une rencontre avec soit un sujet qui nous passionne, voilà, si c'est pas un modèle vivant, parce qu'en bas-relief, il n'y a plus nécessairement de modèle vivant. Mais en tout cas, c'est vraiment une question de rencontre. Voilà. Question de rencontre, d'autant plus, le mot est d'autant plus pertinent, me semble-t-il, que quand on voit des sculptures de cette période-là, antérieures donc aux bas-reliefs, et quand on lit ce texte c'est impressionnant, c'est que pour la première fois, en tout cas à ma connaissance, dans toute la littérature de tous les temps, on n'avait jamais pu écrire une relation telle que tu l'as décrite, telle que tu viens de la résumer, mais enfin tu as déjà quand même commencé à donner à sentir comment ça s'est passé par tes propos, d'une femme regardant un homme, donc deux sexes différents, et où tu rentres dans ce que révèle la chair, mais c'est pas le désir. Jusqu'ici, c'était d'un côté ou de l'autre, c'était vu par l'œil du désir. Là, c'est quelque chose qui va, non pas plus loin, sûrement pas, mais qui n'a jamais été abordé de cette façon-là, parce que ça reste très charnel. C'est-à-dire que tu nous fais sentir, dans tes sculptures et dans ton texte, tu trouves les mots pour le dire, tu nous fais sentir qu'on voit de par un corps son histoire, sa sensibilité, sans le connaître pour autant. Et ça, c'est très frappant, très frappant. Et notamment, au fond, il y a des passages très, très forts où tu montres qu'au fond, la nudité, c'est une vulnérabilité, c'est une fragilité, même dans le désir, d'ailleurs. Et donc là, tu as réussi à saisir ça, et je pense que ce texte est un élément assez unique par rapport à la représentation, la parole d'une femme sur le corps de l'homme. Et d'ailleurs, si on peut revenir aussi sur ce que tu fais toi en peinture, tu as appelé ta série « Les paysages inextérieurs ». Je trouve ce mot bien trouvé dans le sens où toi aussi tu te tiens toujours à la crête entre le monde intérieur et le monde extérieur. Donc, entre ce que tu vois toi et ce qui est. Et est-ce que tu peux nous parler de ta création picturale et de ce qui se passe en toi au moment où tu peins, en fait? Alors, justement, ce que tu viens de dire, il faut dire que on ne vous cache pas qu'on se tutoie, donc on travaille d'un atelier à l'autre, on se parle beaucoup, etc. Et donc, il y a une rencontre, une analogie entre deux univers très différents sur le plan plastique, très différents. Moi, je fais en effet des paysages, et toi, tu fais les sculptures des corps. Mais le point commun, c'est que, justement, en fonction de ce que tu viens de dire sur le modèle vivant, sur ce que tu percevais, les corps, on voit bien qu'à travers la figuration, la représentation, comme tu l'as dit, la représentation, on voit l'intériorité. C'est-à-dire que la peau, la surface, une caresse, c'est très profond. Ça peut aller très loin. C'est pas voué uniquement à la surface. La surface, on dit beaucoup. Et par là, tu dis, et moi je le dis aussi, tu exprimes que, au fond, un des critères d'évaluation des œuvres de tous les temps, de toutes les civilisations, c'est justement cette crête entre le modèle intérieur et le modèle extérieur. Toute peinture forte est d'une certaine façon une abstraction de même. Une peinture très réaliste, une nature morte de Chardin, montre en effet les fruits, les légumes, les objets, etc., la bouteille d'eau, mais c'est un regard quand même. C'est un regard sur ces choses-là. C'est-à-dire que le réel est immense, à la fois immense et infiniment petit, il nous déborde, et on essaye de le saisir. Et on ne le voit que si ça a été saisi par une forme. On voit l'humble chaise de paille depuis que Van Gogh a peint l'humble chaise de paille sur laquelle était assise Gauguin. Donc ça donne une forme. Donc au fond,
cette idée de la crête entre le monde intérieur et le monde extérieur, c'est ça qui se promène tout au long de l'art. C'est ça qui fait qu'on conquiert des nouveaux espaces, à la fois intérieurs et extérieurs. Je dis bien intérieur, parce que notre réalité, elle est aussi bien intérieure qu'extérieure. Généralement, on dit « sois réaliste, mon gars », et on croit qu'il va falloir uniquement se vouer à des tâches extérieures ou à des métiers extérieurs. Non, 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 le réalisme, c'est aussi intérieur. Bon, alors donc, par rapport au paysage, j'ai créé cet adjectif « inextérieur » pour rendre compte de ce que tu as explicité là. Et je peins des humbles champs, des humbles espaces. Je prends des espaces suffisamment simples pour que je puisse y exercer le regard. Mais quand je dis le regard, c'est pas mon regard, ça m'intéresse pas. Le regard de Domecq, c'est pas intéressant. Je veux dire, Domecq, ce n'est qu'une poussière parmi les milliards de poussières. Mais en revanche, ce qui se passe dans le boîtier crânien que nous avons tous, dans notre œil, dans notre sensibilité, quand on voit un paysage, c'est très révélateur. Pourquoi? Parce que le paysage, qu'il soit très éblouissant ou qu'il soit banal, et je prends exprès les sujets, les paysages banals, le premier champ venu, cela révèle notre rapport au monde. C'est-à-dire l'humain est là, puis il passe, il y a des arbres. Bon, alors on les cultive, mais enfin, les arbres, non. Donc que faire de nous, hein? On peut les travailler, mais non, que faire de nous? Et puis de là, ben, le ciel, l'espace, le cosmos, vous n'avez qu'à faire l'expérience. Vous marchez avec quelqu'un, vous parlez dans la nature, et puis si vous levez la tête dans le ciel, la personne va faire peut-être la même chose, et là, il va y avoir un silence dans la conversation. Tout d'un coup, ça nous rappelle qu'on est dans ce vaste monde, formidablement vaste. Et je crois que ça donne à ce que nous remarquons une intensité. Si je me mets à regarder ces 3-4 pavés-là, vous n'avez qu'à faire l'expérience, on les regarde, et tout d'un coup, non seulement il y a l'éclairage sur eux, mais notre attention les éclaire aussi. Il y a une lumière intérieure à la lumière extérieure. Et c'est ça que j'essaye de saisir dans mes paysages. Et je trouve que... Alors, souvent, tu me dis que tu cherches à peindre le faisceau d'attention. Voilà. Bon, est-ce que tu peux expliquer, moi je commence à comprendre, mais explique-leur ce que tu entends par le faisceau d'attention. Qu'est-ce que tu peins quand tu cherches à créer le faisceau d'attention? Alors, c'est ce que je commençais à essayer d'expliciter, c'est pour ça que tu m'y amènes, sur ici, c'est que, en effet, la vie est d'autant plus forte qu'on y prête attention. Mais on a des œillères, les œillères de l'habitude. Par exemple, vous n'avez qu'à repenser à votre développement, à votre locomotion dans votre lieu habituel. La cuisine, bon, ben, vous prenez les choses en fonction de l'usage. J'ai besoin d'une cuillère, j'ai besoin de ceci, etc. Le verre, ce verre, on ne le regarde pas vraiment, on le prend pour s'en servir. C'est la valeur d'usage. Mais si on fait attention à ce moment-là, tout d'un coup, ça prend sa présence. Pas plus grande qu'une autre, mais c'est une présence. Alors, je laisse à penser pour les êtres. Faire attention, c'est la clé de l'éveil au monde. Et là, on peut parler aussi des philosophies orientales, l'éveil, la mystique, etc. Et le regard métaphysique sur les choses. C'est-à-dire qu'on voit les choses, mais elles sont là, indépendamment de nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Et puis, il y a ce ciel infini où on passe, le paysage, etc. Ce sont des choses que nous remarquons plus ou moins. Plus nous remarquons de choses, plus nous faisons attention, plus nous sommes vivants. Donc le faisceau d'attention, ça éclaire véritablement ce que nous regardons. Et par rapport à la lumière interne Voilà. que tu cherches, est-ce que tu peux en dire quelque chose aussi? Oui. J'essaye de saisir, et là je pense que la peinture est la seule à pouvoir le faire. Parce qu'évidemment, on parle de peinture là. Donc qu'est-ce que la peinture fait à côté des autres médias optiques auxquels je viens de faire allusion, d'ailleurs, ou la photographie, ou on a parlé de la sculpture et on va en reparler par rapport à ce que tu fais. La peinture peut vraiment être la seule à apporter cela, c'est-à-dire la lumière dans la lumière, l'éclairage extérieur, d'accord, les ombres extérieures, d'accord, mais
cette intensité d'attention donne plus de relief aux choses. Mais ce n'est pas un relief nécessairement spectaculaire. Ça peut être très velouté, très nuancé, enfin, toutes les sortes d'attention possibles, selon l'intérêt qu'on y trouve. Et je pense que ma gamme chromatique, par exemple, est une gamme chromatique comme on voyait autrefois, vous savez, quand on fait appel à notre vidéaste, par exemple, autrefois, tu vois, quand je développais mes tableaux, quand je développais les photos de mes tableaux, j'avais le négatif couleur. Il y avait la pellicule. Maintenant, on n'a plus ça. Mais quand on regardait la pellicule couleur, les couleurs étaient... Alors, si la pellicule, si j'avais fait des photos en noir et blanc de mes tableaux, les parties sombres apparaissaient claires et les parties claires apparaissaient sombres. C'est le négatif. Mais qu'est-ce qu'un négatif couleur? Qu'est-ce que le négatif du mauve? Qu'est-ce que le négatif du vert? Et je découvrais cette gamme chromatique. Et elle correspond à quelque chose de l'ordre du faisceau d'attention. Et je pense que ça se retrouve dans ma peinture, parce que... Alors là, j'avance en somnambule, je tâtonne, hein, la peinture me révèle les choses. Là, par contre, ma pensée est dépassée, heureusement. Autrement, je ne ferais plus que les travaux pratiques, comme le font la plupart des artistes du contemporain. On est TP. Non, là, je pense que ça se dévoile par l'acte de peindre, et puis je cherche quelque chose, tu as bien vu quand je travaille, je cherche, je suis pas content, c'est pas ça. Mais je peux pas te dire ce que c'est non plus. Mais toi, c'est pareil. D'ailleurs, je pense que tu aurais du mal à dire ce qui se passe vraiment on va passer à ce que tu fais maintenant, parce que les bas-reliefs, c'est ce qui est frappant. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que c'est de la figuration, apparemment. On en a ici, c'est de la figuration. Les corps sont parfaitement reconnaissables. Tu n'essayes pas de les distordre comme on le fait, ou comme Picasso l'a fait d'une façon quand même assez discutable si on le fait en profondeur. Hein, je veux dire, c'est assez discutable. C'est de l'expérimentation, d'accord, mais l'expérimentation, il faut faire de l'expérimentation, ça c'est pas le problème. Mais enfin, il n'est pas dit que ça corresponde à quelque chose du boîtier optique. Tandis que, en ce qui te concerne, justement, ton œuvre dans le contexte actuel, c'est une œuvre où les corps sont aisément reconnaissables, tu ne cherches pas à les distordre, et en même temps, toi aussi, tu travailles sur l'attention. L'attention, alors cette fois, sensible, amoureuse. C'est-à-dire la sensualité de l'amour, c'est pas la même sensualité que la sexualité non amoureuse, pour le dire. C'est-à-dire que le moindre geste, là encore je reviens sur la surface, la caresse, a une intensité très attentive et réciproque. Et c'est ça que tu arrives à saisir dans la série que tu développes depuis maintenant 3 ans au moins, quoi. Et qui t'a été ouverte aussi par ton expérience précédente telle que tu l'as écrit. Est-ce que tu peux en dire plus là-dessus ou pas? Comme toi aussi, tu es entre le modèle extérieur et le modèle intérieur. Ouais. Alors après, je saurais moins parler des bas-reliefs que des sculptures, même si les bas-reliefs me passionnent, en fait. Je fais plus que ça. Oui. Mais après, je suis un peu comme... je le fais presque de façon somnambulique. Une fois que j'ai une idée très précise de ce que je dois faire, tu vois, pendant des périodes, il y a des périodes d'accalmie, puis après ça monte. Là, je sens qu'il faut que je sculpte absolument et que si on commence à me retarder ou à me retenir, je vais devenir nerveuse. Et donc, en fait, j'ai mon idée. D'ailleurs, d'un atelier à l'autre, je fais une petite parenthèse. Dans ces cas-là, elle est nerveuse et moi, quand ça m'arrive, je suis teigneux. Enfin bon. Et donc, j'ai mon idée. Donc, moi, après, ça devient plus... une fois que j'ai mon envie, tout devient presque technique. Hein. Je prends la terre, je dois dessiner d'abord, savoir dessiner ce que je vais faire, parce que dans le bas-relief, on ne peut pas faire du bas-relief sans dessiner, en fait. Voilà. Donc, c'est d'abord dessiner dans la terre le contour de la forme, et donc saisir la dimension, choisir éventuellement, réfléchir un petit peu aussi au cadre. Et après, c'est le travail du modelage, c'est-à-dire que d'avoir appris d'après modèle vivant me permet pour moi, c'est facilement du coup de modeler jambes, dos,
en trompe-l'œil. Le bas-relief, c'est un trompe-l'œil. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà le jeu de la lumière. Ah oui, c'est fondamental dans Ce les... ne sont sans l'éclair. D'ailleurs, je me tourne dans ma salle pour avoir pas toujours le même éclairage. Ça me fait voir d'autres choses. Et après, c'est le trompe-l'œil, c'est-à-dire que les perspectives en bas-relief, c'est quelque chose d'incroyable quand même. Donc, si quelqu'un est derrière, on va l'éloigner un petit peu, mais c'est pas forcément le faire plus petit, c'est l'estomper dans les reliefs. Donc, il y a un dosage à trouver en fait pour créer l'illusion. Après, c'est vrai que comment dire, je le fais assez intuitivement aussi, tout ça, et donc c'est une utilisation de ce que j'ai appris auparavant. Oui, tu fais référence à le travail sur la matière. Parlant de ce travail, justement, tu parles du sujet que tu sculptes en bas-relief. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que, encore une fois, j'insiste, c'est un art qu'on pourrait dire figuratif, comme si c'était le sujet. Mais on sent la sensation. Elle arrive à sculpter la sensation. Et quand tu dis que justement tu fais estompage, éclairage, etc., tu travailles sur la sensation, tu la fais advenir, et elle est évidente. Donc, si vous voulez, par rapport à ce qu'on disait sur le fait que c'est toujours le boîtier psychique qui détermine le réel, eh bien là, c'est par la figuration que tu arrives à rendre compte de la sensation interne. Parce que deux êtres amoureux qui s'embrassent, ce qui va compter, le battement, c'est justement à l'intérieur d'eux en passant par le corps. Et tu arrives à le rendre... Ah là, je trouve ça très fort. Justement, comme tu le dis, par le travail sur la matière. Oui, oui. Tu conceptualises la chose quand même, tu la dessines, tu es obligé. Et en même temps, tu affines, tu peaufines, tu lisses, tu enlèves, tu rajoutes. C'est du corps. Voilà. Je sais pas si... Alors, est-ce qu'on a abusé de notre temps de parole? Je ne sais pas. Ouais, on est juste au bien. Ça va, on n'a pas été trop disert. La sensation, oui, je dis ça, c'est ce que je voulais dire, c'était la sensation interne. Je crois que c'est clair pour tout le monde. La sensation interne passe par l'épiderme. Donc elle figure, et en même temps, le sujet, c'est pas vraiment les corps, c'est la sensation entre ces deux corps. C'est l'instant amoureux. L'instant amoureux. Là, le geste amoureux.